Alors, on se lance, on part aujourd'hui au cœur de la Sibérie, dans une république dont le nom, déjà, c'est une petite énigme. Est-ce qu'on dit Tuva ou Tiva? C'est une bonne question pour commencer. Et pour notre analyse, on va s'appuyer sur un carnet de voyage, une vraie immersion dans cette région. D'accord. Et pour le nom, eh bien la réponse est un peu entre les deux. Tiva, c'est le nom officiel, celui qu'on voit sur les documents, vous savez, les armoiries. Le nom administratif, en quelque sorte. Exactement. Et Tuva, c'est le nom de tous les jours, celui que tout le monde utilise. En fait, les deux sont corrects. Parfait, alors on va dire Tuva, c'est plus simple. On part donc pour un périple qui s'annonce fascinant. On va voir comment une découverte archéologique a complètement réécrit les manuels d'histoire. Et on explorera aussi un paysage spirituel assez unique, où le chamanisme et le bouddhisme cohabitent. Oui, et on terminera notre voyage dans la ville qui se dit être le centre géographique de l'Asie. Rien que ça. Alors c'est parti, on décolle pour Tuva. Avant même de parler des trésors de Tuva, il y a un mot qui revient tout le temps dans le récit de voyage, l'isolement. C'est un peu la clé de tout, non? C'est une région vraiment difficile d'accès. C'est un point absolument crucial. Pour se faire une idée, il n'y a pas de chemin de fer. Zéro. Pas de train du tout. Aucun. Pour Riandré, il y a seulement deux routes principales. La plus importante, c'est une autoroute fédérale qui vient d'Abakan en Caucasie. C'est déjà une aventure en soi, cette route. Donc, une fois qu'on est entré, l'exploration commence. Mais j'imagine que sur place, c'est pas plus simple. Ah non, pas du tout. C'est là que l'aventure commence vraiment. Le carnet de voyage estime qu'environ les 2 tiers des itinéraires pour voir les sites intéressants, eh bien, il faut un vrai 4x4. Ah oui, un tout-terrain. Un bon, oui. On parle de pistes, de rivières à traverser. Cet isolement, en fait, il a tout façonné là-bas. Et pour les voyageurs, ça se traduit comment en termes d'infrastructure? On oublie les grands hôtels. En grande partie, oui. Le récit est très clair là-dessus. Bon, à Kizil, la capitale, il y a un hôtel 5 étoiles un peu surprenant, avec une vue magnifique sur le fleuve Yenisei. D'accord. Mais dès qu'on sort de la ville, c'est une autre histoire. On dort dans des yourtes, des petites auberges en bois. Le confort est simple, mais l'accueil est incroyable. Ça fait partie de l'expérience, quoi. Cet aspect un peu brut, ça soulève forcément la question de la sécurité. Le récit en parle? Oui, et de manière très juste, je trouve. Il insiste beaucoup sur le fait que les Touvains sont un peuple très accueillant. Mais si. Mais le principal problème social, il ne le cache pas, c'est l'alcoolisme. Les autorités prennent ça très au sérieux. Par exemple, la vente d'alcool est autorisée uniquement entre 11 heures et 15 heures. C'est très strict. Ah oui, le voyageur raconte avoir vu des files d'attente se former à 10h55. C'est une réalité, mais il précise bien que ça ne définit pas du tout son voyage, qui a été très sûr. On a donc cette région isolée, préservée, et justement cet isolement a caché des secrets incroyables. Le récit parle d'une découverte qui a secoué le monde de l'archéologie dans la vallée des rois. Un nom qui tient toutes ses promesses. C'est une plaine immense remplie de kurganes, ces tumulus funéraires anciens. Des tombeaux en fait. C'est ça. Et au début des années 2000, des archéologues ont fouillé un kurgan, Arjan II, qui semblait intact. Et ce qu'ils ont trouvé, ça a dépassé toutes leurs espérances. Mais attendez, ça veut dire que ce qu'on a toujours appris sur les sites, ce peuple nomade près de la mer Noire, tout ça est remis en cause? C'est exactement ça. C'est une remise en cause fondamentale. Les objets trouvés à Arjan II sont si sophistiqués et si anciens, ils datent des 8e et 7e siècles avant notre ère, Si ancien? qu'on a dû repenser toute l'histoire de cette civilisation. Ils ont sorti plus de 20 kilos d'or de cette seule tombe. 20 kilos? Oui, le costume du roi, par exemple, était couvert de 2500 petites panthères en or. Minuscules, une finesse de travail jamais vue pour l'époque. Et cet or, on peut le voir aujourd'hui? Oui, le trésor est partagé. Une partie est au musée national de Touva, à Kizil. L'autre, les pièces les plus fragiles, est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et ça confirme donc ce que certains historiens anciens disaient? Oui, ça confirme ce que l'historien grec Hérodote écrivait il y a 2500 ans, que les sites venaient de l'Est, d'Asie. Touva serait donc leur vrai berceau. C'est fou. Et le fait que tout soit resté intact pendant presque 3000 ans, c'est directement lié à l'isolement dont on parlait. C'est le lien direct. La vallée était si reculée qu'elle a échappé aux pilleurs. L'isolement a été le meilleur des coffres-forts. Au-delà de l'archéologie, le carnet de voyage insiste beaucoup sur la spiritualité de Tuva. Il décrit un mélange assez unique. C'est un cas d'école fascinant de ce qu'on appelle le syncrétisme. Deux mondes spirituels coexistent, le chamanisme et le bouddhisme. Le chamanisme, c'est la croyance la plus ancienne, c'est ça?
Oui, la foi ancestrale dans les esprits de la nature, des montagnes, des rivières. Les chamans sont des intermédiaires, des guérisseurs. D'ailleurs, il y a même une clinique chamanique officielle à Kitzil. Une clinique? Oui, où les gens vont pour des rituels de guérison. Et le bouddhisme? Comment est-ce qu'il s'est intégré? Souvent, une grande religion en supplante une autre. Et c'est là que c'est intéressant. Le bouddhisme est arrivé plus tard, de Mongolie et du Tibet. Mais au lieu d'un conflit, il y a eu un enrichissement mutuel. Les Touvains sont très pragmatiques. Comment ça? Eh bien, le chamanisme répond aux questions du quotidien, de la nature, de la guérison. Le bouddhisme, lui, apporte une philosophie plus large sur la vie, le karma, la réincarnation. Ils ont vu ça comme deux outils complémentaires. Donc, concrètement, une même personne peut consulter un chaman pour un problème de santé. Absolument. Et ensuite, aller prier dans un temple bouddhiste. C'est très courant. La religion principale sur le papier, c'est le bouddhisme. Mais le fond, la vision du monde, reste très chamanique. On doit voir les traces de ça partout. Partout. Le récit parle par exemple d'une niche bouddhiste sculptée dans la roche, qui serait l'une des 3 seules de ce type au monde. Et il y a aussi cette histoire incroyable de l'empreinte de Bouddha. Ah oui, un lieu de pèlerinage majeur. En 92, le Dalai Lama survole la région et il a une vision. Il indique un lieu sacré. On fait des recherches et on trouve une trace dans la pierre qui ressemble à une empreinte de pied. Incroyable. Et pour couronner le tout, Kitzil abrite à la fois la résidence du chaman suprême de toute la Russie et la plus grande statue de Bouddha du pays. C'est un vrai carrefour. Quand je lis la description des paysages, j'ai du mal à y croire. L'auteur parle de steppes, puis de désert de sable, puis de toundra avec des rennes. C'est possible tout ça sur un si petit territoire? C'est l'autre grande surprise de Tuva. C'est un continent en miniature. Le territoire est dominé à 80% par les montagnes, ce qui crée plein de microclimats. D'où cette diversité. Exactement. On a les steppes immenses, l'image classique, mais près d'un village, Aimi, on trouve de vraies dunes de sable. Et puis il y a le bassin de Toja, au nord-est. Le proverbe local dit « Tuva ». Qui n'a pas été à Toja n'a pas vu Tuva. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial cet endroit? Pour y aller, il faut passer une chaîne de montagnes. Et là, le paysage change du tout au tout. La steppe aride laisse place à la taïga, la forêt boréale, puis à la toundra. Le décor change complètement. La température chute, on quitte le monde des chameaux pour celui des rennes. C'est un autre univers, avec des centaines de lacs magnifiques. L'un d'eux, le lac Azaz, a des nénuphars qui sont parmi les plus anciennes plantes à fleurs de la planète. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Et en plus, il y a un site classé à l'UNESCO. Oui, le bassin d'Usnur, à la frontière avec la Mongolie. C'est un écosystème unique où presque toutes les zones naturelles de l'Eurasie sont représentées sur un petit territoire. C'est fou. Et c'est là qu'on trouve le lac salé d'Uskol. Sa salinité est comparable à celle de la mer Morte. On y flotte sans aucun effort. Une expérience surréaliste au milieu de la Sibérie. On ne peut pas finir ce voyage sans parler de la capitale, Kyzyl. Elle se revendique comme le centre géographique de l'Asie. C'est sérieux, ça? C'est les deux à la fois. Un monument très impressionnant symbolise cette affirmation. Bien sûr, c'est symbolique, c'est même contesté par une ville en Chine. Ah, d'accord. Tout dépend de comment on définit les frontières de l'Asie, qui sont une convention. Mais pour les Touvains, c'est une immense fierté. Et l'histoire de la ville, elle est aussi intéressante? Très. C'est une ville jeune, fondée en 1914. Son premier nom était Belotsarsk, la ville du Tsar blanc. Du tsar blanc. Et après la Révolution, elle a été renommée Kyzyl, qui veut dire rouge en touvain. Ce simple changement de nom, du blanc au rouge, ça raconte tout le basculement du XXe siècle. Le carnet de voyage mentionne aussi un fait historique incroyable sur Tuva pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un point remarquable. Le 22 juin 1941, quand l'Allemagne envahit l'URSS, Tuva est encore une nation indépendante. D'accord. Et elle devient la toute première nation, après l'URSS, à déclarer la guerre à l'Allemagne. 12 heures avant la Grande-Bretagne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'un si petit pays avait à y gagner? C'était un acte de solidarité totale avec l'Union soviétique. Et ce n'était pas que symbolique. Ils ont donné toutes leurs réserves d'or, des centaines de milliers d'animaux pour nourrir l'armée rouge, des vêtements chauds. Un effort de guerre colossal pour une si petite population. Énorme. Ce n'est qu'en 1944 que Tuva a volontairement rejoint l'URSS. De l'or des sites à cette spiritualité unique, en passant par des paysages de folie, Tuva, c'est bien plus qu'une région reculée. C'est un monde en soi, mis sous cloche par son isolement. C'est exactement ça. Cet isolement a permis de conserver des trésors culturels qui auraient disparu ailleurs. Le carnet de voyage parle de plus de 200 stèles de pierre. Les Kizikose. Les hommes de pierre. Oui.
Des sculptures qui se dressent au milieu des steppes depuis des millénaires, des gardiens silencieux. Il y a aussi d'innombrables pétroglyphes, des dessins gravés dans la roche, remarquablement préservés. Parce que personne n'y allait. Voilà. Pas de pillage, pas de vandalisme. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une sorte de paradoxe pour l'avenir de Touva. Oui. Pendant des siècles, l'isolement a été le gardien de cet héritage. Il a tout protégé. Aujourd'hui, alors que cette terre devient lentement un peu plus accessible, La grande question, c'est comment on fait comment partager cette incroyable richesse avec le monde? sans détruire l'essence même que cet isolement a protégé? Comment on ouvre la porte sans tout abîmer, quoi? C'est tout le défi de Touva pour les décennies à venir.